En Finlande, les trains ne sont pas frileux. Et dans les trains, on peut même découvrir comment flirter avec l'au-delà. C'est vrai qu'au début tu crois mourir, et puis finalement non, tu te sens plus vivant encore. On peut aussi prendre des cours de finnois. Gull. Donc, pour apprendre à choisir le meilleur glaçon. Apprendre aux rennes à se mettre bien en rond. Et rencontrer des surhommes. Franchement, jusqu'à moins 35, c'est supportable. En Finlande, le train c'est pas mal. La Finlande, voilà un pays bien mystérieux. On sait tous que c'est au nord, mais en général ce sont la Suède et la Norvège qui piquent la vedette. Et pourtant, la Finlande, c'est en Europe, on y paye en euros, c'est grand comme les 2/3 de la France, et sa capitale, Helsinki, a un charme nordique tout particulier. Du froid, un certain calme, une visible influence de la Russie toute proche qui a dominé le pays jusqu'en 1917. Je file vers la gare, mais en chemin je repère un homme, tout seul, sur un bras de mer gelé, à 2 pas du Sénat. Oh, ça glisse. Bonjour. Salut. Et qu'est-ce que vous faites là tout seul, au milieu de la ville et au milieu de la rivière? Bah, je pêche. Et alors, il y a du poisson par cette température là? Ouais, ça va. Il y a quelques perches. Et vous pêchez tout seul en plein hiver, c'est normal. Ah oui, pour moi, c'est normal. Je viens pêcher ici 5 fois par semaine. Ah oui, mais c'est tous les jours ça alors. En hiver, c'est le minimum. Je viens là et je fais mes trous dans la glace. La pêche, c'est une affaire sérieuse. C'est même un style de vie. Mais un style de vie, vous êtes gelé. Touche. Ah non, en plus vous n'avez pas les mains froides, ça c'est dingue ça. Comment vous faites pour avoir les mains chaudes par cette température? C'est quoi le secret? Je bouge. Quand j'ai froid, je me lève. Et avec la foreuse, je fais un nouveau trou. Ah bah ça va vite, dis donc. C'est pas épais. En ce moment, il y a 14 cm, mais ça suffit, c'est une glace très dure. Normalement, elle supporte le poids d'un homme à partir de 7 cm. Et vous n'avez pas peur de venir marcher tout seul sur la glace comme ça alors qu'il n'y a personne? Bah non, c'est même ça qui est excitant, c'est d'être seul. Je me mets sur le bord, je fais un premier trou, je regarde l'épaisseur. S'il y a au moins un doigt, je me dis que c'est bon. Et j'y vais. Bon, en même temps, apparemment, vous n'avez pas beaucoup de poissons aujourd'hui. Hein. Écoute ça. Avant que tu arrives, j'ai eu une perche comme ça. Mais j'en veux une plus grosse, donc je l'ai relâchée. Ben, bonne pêche alors. Merci beaucoup. Il a les mains chaudes, ça m'épate. Hey hey. Extraordinaire. La Finlande commence déjà à me plaire. Il y a dans l'air une espèce de bonne humeur, un côté cool, auquel je ne m'attendais pas trop. Il me tarde maintenant de voir enfin la gare centrale, la plus grosse gare du pays. Ah, c'est une belle gare, ça. Imposante, tout en granit, c'est la pierre du pays. Et puis alors, il y a ces hommes de pierre là, qui sont très connus à Helsinki. Si vous voulez donner rendez-vous à quelqu'un, vous dites rendez-vous au pied des hommes de pierre. Et tout le monde sait où c'est là que ça se passe. Et puis on les appelle aussi les porteurs de lumière. Parce que vous voyez, ils portent une lampe. À l'époque, c'était une grosse torche. Mais la lumière, c'est très important dans un pays où il peut faire noir pendant très très longtemps. Et puis la lumière, c'est celle qui éclaire le chemin, le départ. Il fait tout chaud à l'intérieur.
C'est rare les pays où on peut se dire quand il fait froid, je vais me mettre au chaud à la gare. Et le plus exotique dans cette gare, c'est le panneau d'affichage. À lire les noms des destinations, on se rend bien compte qu'on est très au nord et très à l'est. Saint-Pétersbourg n'est qu'à 2 heures de train. Pour les Finlandais qui veulent aller tout au nord, en Laponie, très loin, il y a, caché derrière la gare, ce tunnel. Ce tunnel qui amène directement dans le Grand Nord, dans le Grand Froid. Alors, bon, pas tout à fait un tunnel, je vais vous montrer, mais là, il faut passer de l'autre côté. Hop. Regardez ça. En fait, c'est un train. Un train dans lequel les vacanciers glissent leur voiture et hop, tout le monde part faire du ski. Pourquoi vous avez décidé de mettre votre voiture dans ce train? Eh bien, à cause des avions. Les vols étaient tellement chers. Vraiment? Ah bah oui, avec toute la famille. Donc là, vous garez votre voiture tranquillement et qu'est-ce qui se passe après? Ben, je retourne dans la gare manger un petit burger. Et après, on file dans le train pour faire une petite sieste ou prendre un verre en famille. Une fois les voitures chargées, retour sur les quais pour prendre le train vers le Grand Nord et une destination mythique. Le train pour la Laponie. La Laponie. C'est pas tous les jours. Hein. Ah, c'est marrant, on est directement dans les wagons couchettes, c'est directement des cabines. Cette fois, c'est bien parti. Je vais donc traverser toute la Finlande et partir au-delà du cercle polaire. 12h30 de voyage dans la nuit. Donc pour les paysages, il va falloir attendre un peu, mais pour les Finlandais, ils doivent bien être quelque part. Le wagon-restaurant. Très important le wagon-restaurant pour ressentir l'âme d'un train. Bonjour. Et ça, c'est un truc qui m'épate quand même. Les Finlandais qui vivent dans un pays froid, en vacances, ils vont dans un endroit encore plus froid. Oui, c'est vrai que pour les vacances d'hiver, c'est un rituel de partir en vacances en Laponie. Pour faire du ski, pour se détendre ou juste savourer l'atmosphère. Moi, ce que je préfère là-bas, c'est l'espace infini, juste pour toi. Tu ne vois personne autour de toi. Si tu montes sur une colline, tu peux regarder jusqu'à 100 km à la ronde et tu ne verras personne. Juste le silence et la nature. Et ça, c'est magique. Et alors, comment est-ce qu'on peut se relaxer par -20? Pour moi, il y a une expérience fabuleuse à tenter, c'est d'aller nager dans l'eau glacée. Parce qu'une fois que tu as réussi, tu te sens réellement bien vivant. C'est vrai qu'au début tu crois mourir, et puis finalement non, tu te sens plus vivant encore. Tu devrais essayer peut-être. Oui, comme tu viens en hiver en Finlande, t'as pas le choix. Toujours cette ambiance plutôt cool. Tout le monde parle avec tout le monde. J'essaye maintenant d'en savoir un petit peu plus sur les mystérieux habitants de la Laponie. Tu sais, la Laponie, avant, c'était le bout du monde. Les maisons, les villages étaient très isolés. L'hiver, les gens passaient des mois sans voir personne. Quelles étaient les conséquences de n'avoir personne à qui parler dans le noir? À l'époque, chaque maison faisait son propre vin. Donc je pense qu'ils buvaient beaucoup et qu'ils finissaient par avoir beaucoup d'enfants. Il y a une histoire d'ailleurs là-dessus. Un type demande à un autre « Qu'est-ce qu'ils font en Laponie tout l'été ?» L'autre répond « Bah, ils pêchent et ils font l'amour. » L'autre dit « Ah d'accord, mais en hiver ?» Bah, ils pêchent pas tant que ça. Ah, ça c'est ma blague sur les habitants de la Laponie.
Le temps passe très vite au wagon-bar. Mais je décide d'être sage et d'aller tout de même dormir quelques heures. Au petit matin, ça y est, je descends du train dans la gare de Rovaniemi. Et là, enfin, j'y suis. La Laponie. Une sensation d'immensité, du blanc partout. Et ce qui me frappe tout de suite, ce n'est pas le froid glacial, c'est l'immobilité. L'impression poignante d'être seul au monde, dans un pays blanc, silencieux, où sur des centaines de kilomètres, rien ne bouge. Mais heureusement, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous dans la forêt avec un lapon. Il s'appelle Yuka, il est éleveur de rennes, et il m'a promis de partir à la recherche de ces animaux qui vivent ici, au cœur de l'hiver. Hey! Hello! Bonjour. Bonjour! Ça va? Oui. Il fait pas chaud chez vous? Moins 10, moins 15. C'est rien comparé au moins 40 de la semaine dernière. Ah oui, donc il fait chaud là, d'accord. Et là, vous partez voir les rennes? Oui, je vais leur donner à manger, là. Tu peux m'accompagner? Ok. Allez, monte. Et les rennes, ils sont dans la nature comme ça? Libres? Oui, ils sont partout, là, autour. Il n'y a pas de clôture ou de limite, ils peuvent aller partout. Et ils peuvent partir loin comme ça? Ils vont où ils veulent, mais en hiver, ils restent toujours par ici. Ah, il y a des rennes. Et c'est très beau, hein? Et celui-là, là, il est tout blanc. Ah, il y en a en face, là-bas. Allez, allez! Et ils nous ont repérés, hein? Ils nous suivent tous. Oh, ils sont surtout intéressés par le bac rouge derrière toi, c'est plein de nourriture. Ça arrive de partout. Ça, c'est quand même rigolo, hein? Et il y en a combien? Il y en a entre 400 et 500. Allez! C'est féerique, en fait, c'est féerique. On dirait un... C'est presque irréel, un peu comme un conte de Noël, mais en vrai. Bon, on est bien là. On va pouvoir faire un grand cercle. Un cercle? Comment ça, un cercle? Viens voir. Ce que je leur donne, c'est un complément alimentaire. Je fais ça seulement en hiver, après les grands froids. Normalement, les rennes trouvent leur nourriture, du lichen, en grattant le sol. Mais là, après les moins 40, le sol est trop dur. Et s'il n'y a pas assez à manger, ils vont abandonner les petits pour survivre. Donc je fais attention pour préserver le troupeau. Ah, ok, ok. Et alors, vous allez leur mettre la nourriture là? Ah non, 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 non. Si tu fais ça, ils vont tous se battre. C'est pour ça que je fais un cercle. Je vais disposer des petites rations en les espaçant. Des petits tas, quoi. Et franchement, c'est magnifique, magnifique. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Et on fait combien de tours comme ça? On va en faire 10, 12. Et tous les jours, vous venez nourrir les rennes comme ça?
Oui, tous les jours en hiver. J'avale un café vite fait et je viens passer ma journée avec eux. C'est ma vie. Et ce qui m'épate, c'est que même après toutes ces années à venir tous les jours, vous les aimez encore comme ça. Oui, tu sais, moi ça fait 25 ans que je fais ça. Et je le ferai aussi longtemps que je peux me lever le matin. C'est un métier de passion. Et il en faut, car tu ne fais pas ça pour l'argent. C'est un mode de vie. Tu en tombes amoureux, c'est pour la vie. En revanche, il est impossible d'approcher un renne. Regardez, dès que vous essayez d'approcher un renne, il s'éloigne. C'est dommage, on a envie de les caresser. Un renne. Ah, peut-être réussir. Bof, tu sais, ils sont pas très câlins. Et alors, pourquoi vous avez des rennes? Ça sert à quoi les rennes en Laponie? C'est une histoire de famille. On se transmet un cheptel qu'on élève surtout pour la viande. Au printemps, on va marquer les petits et ensuite on les laisse repartir dans les collines du Grand Nord d'où ils reviendront à l'automne. Cette année, on espère avoir 300 nouveaux jeunes et à la fin de l'année, on devra en tuer quelques-uns pour la viande. D'accord. C'est qui arrive là? C'est ma fille et son fils. Ils viennent souvent m'aider pour les rennes. C'est la relève. Coucou. Hello, bonjour. 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 Ah, c'est lui le futur éleveur de rennes? Salut monsieur, bonjour. Ah, mais il est venu avec son lasso. Tu as bien vu qu'on ne pouvait pas approcher un renne facilement. Et donc pas le choix, on doit utiliser le lasso pour les attraper. C'est pour ça qu'il est venu ce matin. Il va s'entraîner avec son grand-père. Et alors, tu as quel âge, toi? 6 ans. Et alors, ça va, le lasso, tu te débrouilles bien déjà? Oui. Si je m'entraîne, ça ira. Ok. S'il s'entraîne beaucoup, alors il deviendra aussi bon que moi. À son âge, le lasso, j'arrêtais jamais. Je m'entraînais même à attraper les poignées de porte dans la maison. Allez, vas-y. Ah, presque. Vise bien. Ah, pas mal. Bien, il a quasiment eu là. Ouais. On voit le pro quand même, hein. Ah, il aime pas ça le renne, hein. Oh non. Viens, s'il te plaît. J'arrive. Viens, Philippe. Et est-ce que je peux faire un truc que je rêve de faire depuis le début mais que j'ai pas réussi? C'est toucher le bois du renne. Ah oui, mais ça va pas le toucher du bois. Bah non, c'est de l'os. Ils les perdent au printemps. Et nous, on les ramasse pour les vendre aux Japonais. Ah bon? Oui, oui. On en fait de la poudre. Et les Japonais, ils adorent ça. Ils pensent que ça a des vertus aphrodisiaques. Ils en ont besoin. Et ils sont très demandeurs des bois de renne. Attendez, ils en ont besoin. Est-ce que vous pouvez développer? Ouais, je sais pas si ça marche. J'ai jamais essayé. Ici, en Laponie, on n'a pas besoin de ça. C'est costaud, un renne, il tire fort, là? Faut toujours être deux pour tenir un renne. Mais celui-là commence à être vieux, il n'a plus trop de force. Ouais? Non, bah là, il tire pas. Je te le laisse? Hein? Et c'est costaud. Allez hop, tu tires. Lance. Tiens pas ton bras en l'air, sinon ils vont te voir. Tu lances par en bas et tac, d'un coup sec, tu le ramènes. Jamais par en haut. Toujours enroulé par en dessous. À toi. Hey, bravo! Et bravo, t'es super fort, t'as réussi à l'attraper. Il est tout gelé. Alors, est-ce que tu veux devenir comme ton grand-père, un grand éleveur de rennes? Oui. Ouais.
Et pourquoi? J'aime ça comme lui, moi. Aller tous les jours dans la forêt, passer du temps avec les rennes dans la nature. Et je veux être aussi fort que lui. Et vous vous rendez compte, vous lui donnez envie d'être comme vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité? Oh que oui, je m'en rends compte. Avec lui comme avec mes enfants avant lui. C'est beaucoup de temps pour apprendre. Devenir éleveur de rennes, c'est accepter de faire un choix de vie où tu devras te satisfaire de peu de choses. Mais j'ai besoin de savoir que ça va continuer après moi. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait encore des gardiens de rennes dans le futur? Tu sais, dans notre famille, on est éleveur depuis plusieurs générations. Et ici en Laponie, c'est un métier très respecté. Alors pour moi, pour nous, c'est très important que ça ne disparaisse pas. Ça fait partie de nos traditions, de nos modes de vie. Notre vie est faite de choses simples. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas envie de la vie des villes. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a tout ce dont on a besoin. On se nourrit de la viande des rennes, on fait des vêtements avec leur peau. Ça nous suffit. C'est ça notre richesse. Cette rencontre au milieu de nulle part, tout au bout de l'Europe, dans le froid, m'a fait chaud au cœur. Décidément, la chaleur humaine ne dépend ni de la latitude, ni des températures extérieures. Un train m'attend. Retour dans la petite gare de Rovaniemi. Alors ça c'est un truc très très sympa. C'est qu'ici il y a un service qui, si vous êtes trop chargé en bagages, vous donnez vos bagages à la compagnie, comme ça, à la gare, et ils vous les amènent sur le quai avec un petit camion. Ça c'est top, ça j'adore. En Finlande, les trains ne sont pas particulièrement charmants, mais ils sont pratiques et confortables. Direction le sud, des centaines de kilomètres dans un cocon tout chaud qui surfe sur le blanc à perte de vue. Vous entendez la langue, c'est une langue très, très particulière, la langue qu'on parle ici en Finlande. Hello. Bonjour, je peux m'asseoir là? Bonjour, bonjour. Et j'adore les sonorités de cette langue. Oui, c'est vrai. C'est une langue assez unique, parlée juste ici. Certains disent que le finnois aurait ses racines dans des dialectes anciens, dans de vieilles tribus situées près du mont Ural, en Russie. Et ensuite, ces peuples auraient migré vers le nord. Mais à cause de l'isolement du territoire, la langue n'a pas du tout évolué, contrairement aux autres langues européennes. C'est ça qui la rend si différente. Ah, ouais. Et pourquoi est-ce que la Finlande a toujours été comme ça un peu isolée des autres? Parce qu'elle n'est pas, c'est pas une île, on peut y accéder par la terre. Et pourquoi ce côté très, très, très détaché? En fait, même si on fait partie de la Scandinavie, la Finlande, c'est pas le pays auquel les gens pensent en premier. La langue est tellement particulière, même par rapport à nos voisins, on est un peu le mouton noir de la région. Le mouton noir, vous vous sentez mouton noir par rapport aux autres pays nordiques? Oui, et ça commence dès l'école, où on nous apprend à parler suédois pour pouvoir échanger avec les autres pays scandinaves. C'est déjà une première façon de nous faire comprendre qu'on est différents. Les Finlandais sont très fiers de leur langue, un peu à part, et toujours très bavards sur le sujet. Juste pour écouter les sonorités de cette langue, par exemple, comment on dit bonjour? Hey. Hey. Bon, ça c'est pas difficile. Et comment est-ce que vous dites comment allez-vous? Ça, c'est plus compliqué. On n'a pas vraiment de formulation pour ça. On n'utilise pas ces petits mots gratuits un peu vagues. Mais on dirait quelque chose comme « qu'est-ce qui se passe ?» Mais quand vous dites on ne dit pas comment allez-vous, on n'a pas de petite phrase, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, en fait, dans la langue finlandaise, ces petits échanges n'existent pas.
Les « comment ça va ?» et « bien et toi ?» Tous ces petits blablas, on n'en a pas. Si tu demandes à quelqu'un comment il va, il te répondra très honnêtement et réellement comment il va. Ah, ça c'est marrant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de formule de politesse. Tout est utilitaire. Si je vous demande comment allez-vous, vous allez vraiment me répondre, ben, j'ai un petit peu mal aux pieds, mais du côté des yeux ça va. C'est ça, c'est utile. Oui, c'est ça. Alors bien sûr, nous sommes aussi polis, mais vraiment, ça n'est pas dans notre culture, comme chez vous ou chez les Anglais. Bon, vous dites pas comment ça va, mais comment est-ce que vous dites oui, par exemple? Comment? Gulla. Gulla. J'adore les sons. Et comment vous dites non? Ei. Ah ouais. C'est vrai, ça ressemble à rien. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est vraiment, ça vient d'ailleurs. Gulla et ei. Plus le train avance dans la neige, plus je trouve ce pays et ses habitants attachants. Il règne ici une douce modestie, une humilité sympathique qui me donnent envie d'aller encore plus loin. J'arrive à Kémy. Kémy, c'est une petite ville qui vit essentiellement du bois de la région, du bois essentiel pour faire de la pâte à papier. Mais si je descends là, ce n'est pas pour le papier. Mon but, c'est de me rendre le lendemain matin au port, juste avant le lever du soleil. Ce que j'aime bien dans les pays du Nord le matin, c'est qu'on ne sait jamais où est la différence entre la terre, là je suis sur la terre, et la mer. Et ça c'est la mer. On dirait des cailloux, mais en fait c'est de la glace. Et l'engin incontournable dans les ports du Nord, c'est un truc tout à fait banal ici, c'est le brise-glace, évidemment. Et alors ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout avant de venir, c'est que la Laponie, le blanc, le grand froid, ça fascine complètement les visiteurs venus d'Asie. Alors ça les fascine apparemment pour deux raisons, pour le froid, la glace et tout, mais aussi pour le Père Noël, parce que c'est le pays du Père Noël, et ça c'est une légende qui fait rêver en Asie. Et donc là, franchement, sur cet endroit, il n'y a quasiment que des visiteurs asiatiques. Et sous l'œil attentif du capitaine, le bateau quitte le port. Des visiteurs sont montés à bord dans le but de vivre pendant quelques heures l'aventure sur un brise-glace. Je ne pensais pas, mais c'est vraiment une sensation très particulière, le brise-glace, parce que vous avez l'immensité silencieuse, et puis le bateau tout seul, comme ça, avec le son de la glace qui se déchire, et puis vous entendez les gros morceaux de glace qui roulent contre la coque en métal, et surtout, je pense que les plus gros font bouger un peu le bateau, donc on a l'impression d'être dans pas un 4x4, ce serait exagéré, mais une voiture qui roule sur des gros cailloux. Et ça, c'est pas une sensation habituelle en bateau. Allez voir le capitaine. Toc toc toc. Bonjour. Hello. Ravi de vous rencontrer. Ravi aussi. Bienvenue à bord. Et c'est impressionnant hein, quand même. Je pensais pas que ça faisait ce bruit-là. Ça n'abîme pas la tôle quand la glace rentre dans le bateau. Ou l'inverse, quand le bateau rentre dans la glace.
Ah non, pas du tout. On glisse au-dessus de la glace. Et avec tout notre poids, on fend la glace ensuite. On n'affronte pas la glace. On monte sur elle pour l'écraser. C'est pour ça donc qu'on a l'impression de rouler sur des morceaux de glace. Oui, c'est précisément ça comme sensation. C'est vrai. Et alors, à quoi ça sert un brise-glace exactement? C'est pour précéder un autre bateau, pour ouvrir une voie? À quoi ça sert? En Finlande, nous avons une longue histoire de la marine marchande. Et la mer ici gèle depuis toujours, chaque année. Donc nous avons absolument besoin de brise-glace pour ouvrir la route des cargos. Ce vieux brise-glace des années 60 n'ouvre plus aujourd'hui les routes des cargos. Sa taille est bien trop faible face aux dimensions gigantesques des cargos d'aujourd'hui. Mais les amoureux de ce bateau ont eu une idée géniale pour le maintenir en vie. Emmener des visiteurs comme pour une croisière sur les glaces et surtout leur proposer de se transformer en homard. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? J'ai enfilé ma combinaison de homard et maintenant je vais faire quelques brasses. Une tenue de homard et vous allez nager. C'est-à-dire, vous allez nager dans la banquise? Ben oui, nager. Je peux vous suivre pour aller voir ce que ça donne? Ouais, c'est en haut. Oh là là, mais il y en a plein. Vous venez d'où tous? Taïwan. Ah, ok. Et à Taïwan, on n'est pas frileux du tout. Non? Eh ben, je suis impatient de voir ça. Allez, tu vas plonger. Non, je ne veux pas. Oh, oh là 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 là, mais c'est dément. C'est incroyable. C'est le bain le plus fou que j'ai jamais vu. Et sous la pression de mes nouveaux amis taïwanais, pas question d'y échapper. Je dois moi aussi enfiler une combinaison. Où est-ce que c'est pour se mettre en rouge? C'est par ici. Tiens, mets-toi là. Attention aux oreilles. Ah oui, c'est Voilà, magnifique. C'est normal que ça serre comme ça? Mais oui, ça va aller. Allez hop, sur le pont. Allez, va? Moi, je suis prêt. C'est parti. Ouais. Allez, laissez-vous glisser doucement. Sur le dos. Voilà, on y est. Ça va? Ouais, c'est super. Pareil pour vous. Tenez ma main. Asseyez-vous. Ça glisse. Et glissez. C'est complètement dingue. Je vais essayer de piloter. C'est frais. Je me sens comme un pingouin. Quoi? Un pingouin. Vous vous sentez comme un pingouin? Ouais, je suis un pingouin coincé dans cette combinaison. Oui, c'est un peu ça la sensation. Un pingouin. Mais c'est pas mal en fait. C'est complètement fou. Alors, les sensations. Bon, en fait, on flotte. C'est frais, incontestablement, mais pas glacé. Parce que la combinaison marche bien. Et alors, ce qui est dingue, c'est de voir la glace au niveau de l'eau, au niveau de ses yeux. Et pourquoi vous êtes venu vous baigner dans la glace, vous? Je sais pas, c'est unique. C'est une chance exceptionnelle d'être ici. On est tellement bien là. Et vous savez quoi? C'est une bonne position pour prendre un petit apéro, ça. Parce qu'on flotte, on est bien, on a les mains libres. Donc il nous manque une petite rondelle de saucisson et une limonade. Et les glaçons, on les a déjà. En fait, ces combinaisons rouges ne sont pas faites juste pour le plaisir de nager au milieu des glaçons. Elles sont d'abord conçues pour les gens qui travaillent sur les plateformes pétrolières offshore. Elles permettent en cas d'accident de survivre pendant 6 heures dans une eau glacée en attendant les secours. Mais la Finlande, c'est ça. Du froid, du sérieux et en même temps, un petit brin de folie. Après ce bain rafraîchissant, je décide d'aller plus au sud encore, à Joensuu.
Ce qui est marrant, c'est que les vélos ici, ils ont des pneus clous, vous voyez? En fait, rien n'arrête le finlandais, surtout pas les températures, même quand il fait moins 10, vélo. Et si je suis venu à Joensuu, c'est parce que j'ai réussi à me prévoir ici un petit plaisir. Monter dans un train chasse-neige, une machine de l'Arctique. Ah, la voilà. Elle est énorme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Super, merci. Ah, c'est de la belle machine, hein. Donc là, c'est parti, là. Ouais, c'est parti. Tiens-toi bien, on rejoint notre voie enneigée. Ah oui, il y a quand même pas mal de neige, là, quand on regarde ce qui sort sur le côté. Je peux pas m'arrêter une seconde pour voir l'épaisseur de neige sur les rails? Ouais, mais si je t'arrête, tu ne restes pas plus de 5 minutes dehors. On a des trains derrière qui arrivent là. Ok, on va faire vite. On peut aller voir? Ah, mais c'est pas dingue, il n'y a pas énormément de neige autour des rails. Ça bloque un train, ça? Non, 15 cm, ça bloque pas un train. C'est la neige cumulée qui pose problème. En cas de grosse chute de neige, ça devient compliqué à partir de 40 cm. Alors là, pour les trains les plus lourds, c'est un problème. Mais bon, on s'arrange pour que ça n'arrive pas. Est-ce que ça veut dire qu'en Finlande, les trains ne sont jamais bloqués par la neige? Jamais. C'est pas possible. C'est la nature qui est la plus forte au final. Mais je dirais que sur les 4 mois de grosse saison de neige qu'on a, ça coince un jour ou deux. Oui, c'est pas mal. 1 ou 2 jours à problème en 4 mois de neige, c'est pas mal. Mais on se donne assez de mal pour ça. Mais allez, faut pas traîner. Et vous êtes un peu les ouvreurs de piste du rail. Vous avez un rôle vraiment fondamental. Oui, tu as raison. On est les hommes de l'ombre. Et sans nous, les trains ne rouleraient pas. Je laisse la machine de l'Arctique à son travail solitaire et essentiel pour reprendre un train apparemment classique, afin de redescendre toujours plus au sud, vers la capitale, Helsinki. C'est marrant parce que dès qu'il y a une zone un peu dégagée où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de neige vierge, il y a toujours au milieu des traces de ski. Ça veut dire qu'ici les gens, le ski c'est un moyen de se déplacer, c'est pas juste un sport. Donc il y a des traces de ski ou de ski de fond, il y en a partout. Bonjour. Alors comment c'est d'être contrôleur dans un train du grand froid comme ça? Est-ce qu'il y a des choses particulières à surveiller? Oui, j'ai plein d'éléments à vérifier en permanence. Par exemple, comme il gèle beaucoup, je dois m'assurer que le chauffage fonctionne partout et que toutes les portes fonctionnent correctement. Là, par exemple, là, on s'arrête, là, juste à l'instant. Qu'est-ce que vous devez faire à l'arrêt, là, alors? Vous devez aller voir dehors si ça fonctionne? Oui, je vais faire un contrôle visuel sur les portes. Vous descendez comme ça en petite tenue. Ah.
Il fait froid? Non, pas trop. Tu vois, le problème qu'on peut avoir, c'est que pendant le voyage, les joints des portes gèlent et se soudent avec le froid. Alors quand on arrive en gare, parfois c'est bloqué. Et c'est mon boulot de vérifier que tout est en état. Et on ne peut pas regarder ça de l'intérieur parce que... Et vous êtes très résistant, hein, parce que ça va très très vite le froid aux petites chemises. C'est froid, un froid terrible. Mais comment vous faites? Vous êtes spécialement entraîné pour rentrer-sortir comme ça par ce froid? Moi ça va, je suis un dur, et puis je suis né dans le froid, alors je supporte bien ça. Mais c'est vrai, sans plaisanter, vous tombez pas malade parce que chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid sans arrêt comme ça, c'est mortel normalement. Non. Franchement, jusqu'à moins 35 c'est supportable. Ah d'accord, vous commencez à flancher à moins 35, d'accord. Plus sérieusement, quand ça descend à moins 35, mon obsession dans le train, c'est que les gens n'aient pas froid. Je dois absolument surveiller le système de chauffage des compartiments. Parce que si ça tombe en panne, les voitures refroidissent très vite. Oui, alors c'est vrai que le chauffage, parce que pour nous on se dit, bon, il met le chauffage, rien de spécial, mais le chauffage c'est juste vital. Parce que s'il n'y a pas de chauffage dans le train, les passagers meurent. C'est pas la même chose. Ici, dans la zone arctique, où on atteint fréquemment moins 30, si le chauffage tombe en panne, la température des wagons va chuter très très bas, et en 30 minutes environ. Si on n'arrive pas à relancer le système, alors il faut évacuer les passagers. Dans ce cas-là, on continue de rouler jusqu'à la prochaine gare, pour mettre les gens à l'abri, et assurer un transfert en bus, par exemple. Et si, alors, pire des situations, le train tombe en panne, la locomotive est en panne au milieu d'une forêt au fin fond de la Laponie. Qu'est-ce qui se passe? Une situation pareille, ce serait vraiment critique, bien sûr. Mais si ça arrivait, alors on deviendrait une priorité absolue sur tout le réseau. Et tout serait mis en œuvre pour nous sauver. Ou au moins pour nous envoyer une loco de rechange. Ok. Ah oui, on joue gros quand même hein, dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des contrôleurs ultra résistants et surentraînés au froid. Oui, c'est ça. Mais bon, on passe pas encore des tests pour connaître nos limites. Mais crois-moi, on est costaud et on a l'habitude. Je quitte mon contrôleur super-héros car j'arrive à Helsinki. Il fait à peine plus chaud, la ville est toujours aussi calme et j'ai un objectif, aller découvrir un monument incontournable. Une église qui porte un drôle de nom, l'église dans le rocher. Il faut vraiment savoir que c'est une église. Elle est comme blottie sous la terre, dans les rochers. On dirait que c'est un endroit pour se protéger du froid. Le plafond est magnifique. On se sent comme dans une grotte, mais une grotte qui serait toute chaude, toute douce. Devant l'hôtel, j'aperçois le pasteur. Ici, on est protestant luthérien. Bonjour. Elle est incroyable, votre église. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, tout enfouie sous la terre, toute basse? Parce que l'église a été construite juste après la guerre. À cette époque, on avait décidé de ne plus ériger de clocher. C'est pour ça que tu as cette grande coupole en cuivre. Beaucoup d'églises ont été détruites par des bombes ennemies. Les clochers visibles de très loin étaient devenus des cibles pour les bombardements. Et alors qu'est-ce que ça fait d'être pasteur dans une église comme ça? Moi, je l'adore, cette église. J'aime son atmosphère, les fidèles qui la fréquentent. C'est un tout. C'est mon église. C'est marrant parce que vous êtes un pasteur, mais avec des badges et des pins. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Celui-là, c'est pour un mouvement féministe finlandais que je soutiens. Et ça, c'est pour la Finlande, championne du monde de hockey au Canada. J'y étais. Vous êtes un pasteur, pas comme les autres, dans une église, pas comme les autres. Peut-être, oui.
Disons que je suis un peu différent des autres. Mais si tu veux voir quelque chose de vraiment pas comme les autres, je te conseille d'attendre un peu. Dès que le soir sera tombé, nous organisons quelque chose d'unique en Finlande, et peut-être même dans le monde entier. Bon, ben je reste alors. Tu ne vas pas le regretter. J'espère que tout le monde a bien son livre pour chanter et que vous allez tous chanter. Vous pouvez chanter de tout votre cœur, alors profitez-en. Ici, les voisins ne vous entendront pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Incroyable. Super. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir à la messe avec des boules qui est. Et moi, c'est la première fois que je mets des boules qui est à la messe. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait comme impression, une messe hard rock? Parce que c'est quand même incroyable. C'est vraiment inattendu. Je trouve ça très très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est déjà la musique, mais surtout que c'est que finalement, ça va assez bien avec la messe. C'est rythmé, c'est un bon mix. Donc, faut parler fort des fois, mais c'est un bon mix. Ça devrait toujours être comme ça à la messe. C'est génial. C'est fou. C'est fou, mais ça marche bien. Ça, c'est les paroles. Tout le monde applaudit. Alors, c'est fou parce que ce sont des psaumes. Ils chantent bien des sûr. psaumes. Ce sont des chants religieux. J'ai jamais imaginé qu'on pouvait mélanger une messe avec du hard rock et qu'en plus, ça irait bien ensemble. Attention, ce n'est pas du hard rock, c'est du heavy metal. À l'origine, on était 5 copains à adorer à la fois cette musique et Jésus. Alors, il y a 10 ans, on a décidé de fusionner nos passions. Et tout de suite, c'était magique. Et alors, ça n'a pas grinché un petit peu au début, quand vous avez remplacé les chœurs et l'orgue par du métal? Bien sûr, au début, les gens étaient un peu réticents. Mais ils ont vite vu que les psaumes et la liturgie restaient profonds, même revisités avec de la musique métal. C'est plus fort encore. Donc on a eu de plus en plus de monde. Le public qui est là, c'est plus des gens qui viennent à la messe ou des gens qui viennent écouter de la musique? Au début, je pense qu'ils viennent d'abord pour la musique. Mais comme ils trouvent un bon équilibre avec la religion, ils reviennent d'eux-mêmes.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette messe incroyable? C'était une belle messe, très finlandaise. Mais pourquoi très finlandaise? Qu'est-ce qu'elle a de finlandais? Le heavy metal. Ça fait partie de la vie des Finlandais. Donc c'est normal qu'à l'église on écoute de la musique forte. Et ça fait du bien. Mais pourquoi est-ce que les Finlandais aiment le hard rock comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On aime vivre intensément. Et grâce à ça, on a la force de se battre tous les jours pour mériter d'aller au paradis. Bon, c'était un super moment, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Tout ce qu'on fait ici, on le fait avec notre cœur, tu sais, avec amour. Ça se sent. I can feel it. Kiitos. Ce voyage fut pour moi une surprise. J'ai découvert le caractère finlandais. Un mélange subtil de discrétion et de grain de folie, de timidité et de courage façon viking. Un côté pratique et efficace, avec en même temps un rapport très respectueux à la nature. C'est peut-être ça que les Finlandais appellent le sisu. Le sisu qui leur a permis de préserver leurs différences, leur culture, malgré des siècles de domination suédoise ou russe. La Finlande est un voyage en Europe auquel on ne pense pas assez.